L'info, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, dans la seconde partie des décodeurs de l'écho ce lundi soir, on sera en Iran justement avec ces chefs d'entreprise qui espèrent capter une partie du gâteau iranien après la levée donc des sanctions contre l'Iran après l'accord sur le nucléaire. On continue avec la sortie de route de Volkswagen. Est-ce que c'est une sortie de route dangereuse, cette tricherie sur les normes environnementales, les normes anti-pollution aux États-Unis, avec un gadin donc sur les marchés pour Volkswagen en particulier, moins 17%, et puis de façon générale pour les autres constructeurs. J'accueille Emmanuel Hervé. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Emmanuel Hervé, président d'Astrolab, agence de conseil en stratégie sensible. On est toujours avec Erwan Lenoine, Denis Gancel, Bertrand Rakoto et Mathieu Sévin. Oui, il y a eu des excuses quand même ce week-end du management, du président donc de Volkswagen, Monsieur Winterkorn, qui s'excusait dès hier soir. Volkswagen regrette d'avoir déçu ses clients. Il fait son mea culpa. Il promet de coopérer avec les autorités américaines. Tiens, Emmanuel Hervé, comment on gère un tel désastre justement? Ils ont bien réagi, il a bien réagi le management de Volkswagen ou pas? Ce que je peux dire, c'est qu'ils pouvaient vraiment pas faire autre chose. En fait, c'est d'abord la communication quand on se fait prendre la main dans le pot de confiture avec une intention de nuire quand même. Hein. C'est bien ce qui s'est passé. Donc il y a triche. On peut pas du tout se défausser sur les équipes en disant je savais pas, ce qu'il n'a pas essayé de faire d'ailleurs, parce que ça c'est totalement irrecevable et impossible. Depuis Kerviel, tout le monde, voilà, je pense que c'est acté. Donc il y a intention de nuire. Donc à partir de ce moment-là, la communication est réduite à sa plus simple expression, et à part le mea culpa maxima, c'est tout ce qu'il peut faire, et ça probablement ne le sauvera pas. Et c'est tout ce qu'on a eu aujourd'hui, parce qu'évidemment on a essayé d'appeler les responsables de Volkswagen donc en France aujourd'hui. Bon, c'est rideau, de toute façon ils ne parlent pas, c'est le no comment, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la bunkerisation, c'est-à-dire qu'on ferme tout et puis de toute façon ils ne peuvent rien dire et rien dire d'autre que on va mener une enquête, les responsables seront punis et on leur fera plus. Sauf que là ils sont même plus crédibles. Donc il va falloir des engagements forts, il va falloir des actes et pas de la communication. Donc là on est vraiment au-delà. Quels actes par exemple? Pensez à quoi, Emmanuel Hervé? Ça va être à eux de chercher, mais je pense qu'il va falloir d'abord dans un premier temps prendre contact de façon extrêmement proactive vers le gouvernement allemand pour répondre à toutes les injonctions, parce qu'il va y en avoir, répondre aux injonctions américaines évidemment, mais aussi européennes, parce que du coup en fait ça va faire tache d'huile, comme leur réputation ou la confiance qu'on pouvait avoir dans la marque est entachée, ça va faire tache d'huile sur les autres marques du groupe, ça va faire tache d'huile sur toute l'industrie automobile qui va se retrouver questionnée. Donc là, ce soir, il faut vraiment que Peugeot, que Renault se préparent à répondre à des questions extrêmement précises sur le Mathieu sujet. Sévin, vous avez essayé de joindre les autres constructeurs français, automobiles, les français, les européens. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, en fait, il y a deux écoles. Hein. Vous avez Daimler, maison mère de Mercedes, et BMW. Alors là, on est catégorique. Hein. On n'a pas, nous, ce genre de pratique chez nous. Donc, nos tests sont fiables. Et puis, il y a les autres, Renault, PSA, Fiat, la liste est longue, on pourrait faire, où là carrément on botte en touche, hein, on ne répond pas directement à nos questions, on estime que de toute manière ce qui concerne Volkswagen, c'est un problème chez Volkswagen et qu'on n'a pas ce genre de pratique et que les tests menés en interne et avec les autorités sont fiables à 100%. Oui, Bertrand Rakoto, tout à l'heure à la tête d'Etro Intelligence, votre cabinet donc spécialisé dans l'automobile, vous n'excluiez pas que Volkswagen soit suivi ou ait été suivi par d'autres, précédé par d'autres constructeurs? Il y a eu des cas, il y a 15 ans, où on savait que des véhicules passaient en mode test lors des tests d'émission, puisqu'en fait des clients se retrouvaient dans ce mode-là avec la moitié des chevaux de la voiture. Donc ça a été passé sous silence, il y a eu des remontrances et on expliquait qu'il fallait que ça cesse. Et puis aujourd'hui on se retrouve avec des constructeurs qui savent très bien optimiser les moteurs de façon à ce qu'il n'y ait pas un espèce de cheat mode, un peu comme les gamers disent dans les jeux vidéo, où on va passer sur un mode spécial. Il y a certains constructeurs qui savent très bien avoir des gestions qui, ça va durer aussi longtemps. Il y en a d'autres, clairement, voilà. Mais probablement il y en a d'autres. Il faudra le prouver. Il faudra le prouver, bien entendu. Juste un mot sur Monsieur Winterkorn, Mathieu Sévin, donc le président du directoire de Volkswagen, qui s'est excusé dès hier soir.
il y avait une lutte au sein de Volkswagen. Il y avait eu la peau de Ferdinand Piëch, donc l'un des actionnaires de Volkswagen. C'est la maison Porsche, bien sûr. De là à imaginer que c'est Ferdinand Piëch qui est derrière, il ne faudrait pas aller trop loin non plus. Alors c'est pas la question que je vais vous poser, mais bon, très bien, en effet. Mais il va rester là, Winterkorn ou pas? Là, il joue sa tête quand même. Pour l'instant, il va rester là, et puis petit à petit, il va être poussé vers la sortie. Il devrait être remplacé. Il pourrait y avoir une vengeance, là, c'est ce que vous dites ou pas? Non, c'est une rumeur qui courait sur les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Je préfère, en effet, c'est toujours mieux de clarifier. Denis Gancel, W. Oui, la tradition montre, si je peux parler de tradition, c'est que le PDG, dans ce cas-là, évidemment, compte tenu de l'ampleur de la crise, vous l'avez rappelé madame, est évidemment engagé et il ne délègue pas la communication, il la prend sur lui. Si on prend l'exemple de BP par exemple, le président a sauté quelques mois plus tard, mais on lui demande, il joue le rôle de fusible jusqu'au bout et c'est très important qu'il le joue pour défendre, j'allais dire, il met son corps et son rôle et son poste devant pour faire barrage, sachant que ces jours sont comptés. Je crois que là on en est tous d'accord. Oui, en interne, qu'est-ce qu'il doit dire Emmanuel Hervé en interne? D'ailleurs, s'il part tout de suite, on va avoir un problème. Parce que du coup, qui va gérer, qui va aller au devant du gouvernement, qui va aller au procès, qui va gérer en interne, etc. Il faut nettoyer avant de partir. Et il faut absolument qu'il fasse le boulot. Oui, je voudrais juste rebondir rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je trouve que c'est intéressant, l'idée qu'il puisse y avoir une solidarité de place entre les constructeurs automobiles sur ce sujet-là. C'est un peu ce qu'on disait en filigrane. Je trouve qu'il y a deux raisons pour lesquelles cette solidarité joue. C'est d'abord pour les raisons de partenariat industriel et technique. Il faut bien voir que tous ces constructeurs sont extrêmement imbriqués, notamment par le biais des équipementiers, et qu'en réalité, ils ont des blocs moteurs comparables. Donc il y a eu tellement de synergie industrielle, c'est qu'en réalité, ils sont tous très proches les uns des autres, même s'ils ont évidemment leur propre secret de fabrication. Le deuxième point, c'est que aucun des constructeurs européens n'a fait de grand succès aux États-Unis. On sait bien tous que l'enjeu de l'industrie automobile, il n'est pas à l'ouest, il est à l'est pour les constructeurs européens, dans lequel d'ailleurs Volkswagen, le groupe fonctionnait et marchait bien puisque ça représente 40% de ses ventes. Donc il y a une solidarité sur le territoire américain. Je rappelle que Peugeot a essayé d'aller aux États-Unis avec grande difficulté, puis on a replié nos Gaules, si vous me permettez l'expression. Et donc, voilà, il y a cette solidarité qui est de dire aux États-Unis, c'est un peu particulier. Et puis l'idée de l'environnement est un défi très compliqué. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'humilité de la part de tous les constructeurs qui ne profitent pas de l'accident. Oui, alors Volkswagen, c'est évidemment un fleuron donc en Allemagne, premier constructeur mondial aujourd'hui, premier constructeur européen. Et les autorités politiques ont assez vite réagi. Le ministre de l'économie, qui est par ailleurs le vice-chancelier fédéral, Sigmar Gabriel, il demande à ce que l'on fasse toute la clarté sur cette affaire. On l'écoute. C'était un incident fâcheux et nous nous inquiétons de la juste réputation d'excellence allemande en matière d'industrie automobile, en particulier celle de Volkswagen. Mais je suis sûr que l'entreprise saura rapidement et complètement clarifier les accusations de manipulation et réparer les dommages causés. Voilà, Sigmar Gabriel, donc le vice-chancelier. Ce soir, Berlin ordonne des tests approfondis sur les modèles diesel de Volkswagen. Il y a le feu dans la maison Allemagne. À partir donc de cette affaire Volkswagen, Emmanuel Hervé? Oui, je pense qu'en fait c'est un peu particulier parce que c'est certain les constructeurs automobiles ne vont pas en profiter. D'ailleurs comme jamais ça ne profite dans un secteur automobile pour se tirer dans les pattes, les concurrents. Ça fait jamais ça fait du mal à toute l'industrie. Mais ce qui se passe c'est qu'en fait Volkswagen est un symbole et c'est là où on a un problème supplémentaire. C'est que c'est un symbole, c'est le symbole de l'Allemagne, d'une Allemagne forte, d'une Allemagne de qualité, de fiabilité, etc. Et aujourd'hui, l'Allemagne vient quand même de passer quelque temps à parler de la Grèce d'un peu de haut, en disant que voilà, les choses n'étaient pas bien faites, la corruption, etc. Et là, tout à coup, c'est ce côté-là qui va rendre les choses bien plus compliquées. Bien plus compliquées. Et d'ailleurs, c'est le correspondant du Handelsblatt à Paris, le grand quotidien allemand des affaires, Thomas Sanke, rencontré tout à l'heure par Laura Oressemann, qui expliquait le gouvernement allemand a réagi très vite. Le gouvernement de Basse-Saxe, qui est actionnaire de Volkswagen, également a réagi. Ils ont réagi vite et même très vite. On écoute Thomas Sanke, on revient juste après. C'est pas du tout
habituel en Allemagne que la politique répond tout de suite, prend une position tout de suite. Normalement, on dit on va attendre quelques jours, on va voir ce que ça donne, on va attendre ce que les experts en disent, et puis on prend position. Quand on demande comme ça, quelques heures après que le scandale éclate, qu'on demande déjà des conséquences, c'est vraiment quelque chose qui ne se passe pas tous les jours. Alors est-ce qu'en Allemagne, on craint que cette affaire nuise à l'image de la qualité allemande? L'industrie allemande ne vend pas de produits bon marché. Elle vend des produits marchés qui ont l'image d'être relativement chers, mais d'une très bonne qualité, et à la production, et après avec le service, le design et tout ça. Donc si on constate que la consommation et le respect de l'environnement, évidemment, ça joue de plus en plus dans cette image. Si on constate qu'une partie de cette image pourrait reposer sur une fraude, ça a des conséquences qui sont potentiellement très très graves. À la limite, ça peut être un motif pour les consommateurs pour se diriger vers d'autres producteurs qui sont peut-être mieux marchés ou dont on pense qu'ils ne fraudent pas de cette manière-là. Voilà, Thomas Hanke, tout à l'heure, c'est le correspondant à Paris du quotidien Handelsblatt, quotidien des affaires allemand, avec Laura Horsemann. Erwan Lenoine, consultant en stratégie, professeur en droit de la concurrence. Est-ce que cette affaire Volkswagen, elle est de nature à porter un préjudice sur l'ensemble de l'industrie allemande, cette Dutch Qualität, ce modèle de robustesse allemand? Probablement, et même plus. Je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois qu'il y a... Si les politiques allemands ont réagi aussi vite, c'est que ça peut devenir un problème politique. C'est-à-dire que l'image de la qualité allemande, en fait, tout ça, ça repose sur une vaste fraude, sur un vaste mensonge. On voit bien que ça peut avoir évidemment un impact immédiat sur les industries allemandes, mais comme on le disait tout à l'heure, les opinions européennes qui ont peut-être mal vécu la position de l'Allemagne pendant les négociations sur la Grèce vont dire mais en fait vous n'êtes pas mieux que nous. Et donc là, mettre la position de l'Allemagne, c'est la réputation pays en fait qui va être touchée, et finalement c'est peut-être les Allemands qui vont être les plus violents vis-à-vis de la marque, parce que les Allemands, comme les Américains, détestent. Ils sont ils ont cette culture, en fait, c'est culturel de droit, il faut faire les choses dans les règles, on ne ment pas, on ne tergiverse pas. Je veux dire, les Français, les Italiens, on est plus souples avec les règles, quelles qu'elles soient. Mais les Allemands ne le sont pas, donc c'est peut-être eux qui vont être finalement les plus violents vis-à-vis de la marque. Désastre, choc, débâcle, voilà ce que vous pouvez lire ce matin dans la presse allemande. Bertrand Rakoto à la tête de Détroit Intelligence. Il faudra voir en fait comment Volkswagen et comment l'État allemand vont gérer la chose, parce que on parle de refaire des tests. D'abord, quels tests? Puisque si on fait les tests d'homologation, les véhicules vont repasser correctement les tests, surtout sur le sol américain. Ah oui, bien sûr. Donc il faudra voir exactement comment ça va être conduit, et voir s'il va pas y avoir également un confinement, dire bon, ce sont juste les diesels aux États-Unis, et essayer de gérer le problème de cette façon-là. Alors vraiment, on rentre dans la communication de crise. Mais c'est ça, Emmanuel Hervé Astrolabe. Ça va être très dur. C'est raté, parce que même s'il s'avère, et c'est loin d'être prouvé, que c'est que un certain type de véhicule, que aux États-Unis, etc., c'est l'intention de nuire qui pose un problème. C'est-à-dire qu'ils ont fait exprès et ils ont triché. Voilà, donc c'est raté. À partir de là, l'image de constructeur tricheur et pollueur, ça va leur coller à la peau. C'est tellement antinomique, en fait, c'est tellement le contraire de tout ce qu'ils ont prétendu, de toutes leurs valeurs, de leur image, de tout sur quoi repose finalement leur réputation. Denis Gancel, tous les autres, bien sûr, les décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business, comment on sort de cette affaire? Comment Volkswagen sort de cette affaire? Quel avenir pour Volkswagen, justement? Question qu'on pose ce soir, est-ce que cette sortie de route est dangereuse pour Volkswagen? Jusqu'où ça peut aller, ce danger, ce péril? Écoutez, l'expérience de ceux qui gèrent bien les crises montre que il faut d'abord très bien gérer l'art du temps. Dans les crises, Madame le sait parfaitement, il y a 3 temps clés, et nous sommes là au début de la crise aiguë. Normalement, une crise aiguë, ça ne dure pas très longtemps. Là, on est au cœur de la crise aiguë, donc vous avez une surenchère des chiffres, surenchère du vocabulaire. C'est les caractéristiques de la crise aiguë, pendant lesquelles d'ailleurs la marque est abasourdie, elle reste dans les cordes, comme un boxeur, elle peut pas grand-chose, elle peut pas se défendre. Mais pendant ce temps-là, à l'intérieur de la marque, là en ce moment, je peux vous dire que chez Volkswagen, on bosse. On bosse pour arriver à passer à la deuxième phase, qu'on appelle la phase de latence. C'est-à-dire qu'une phase qui peut durer très longtemps, parce que c'est le temps de la justice, dans laquelle il va falloir désigner des responsables en cantonnant la responsabilité. On peut pas. Là, ce qui se passe dans la crise aiguë, c'est que c'est un feu,
C'est un feu de forêt qui s'étend avec un vent à 250 à l'heure parce que c'est le vent des médias permanents et qu'on ne peut pas endiguer. La stratégie, le deuxième temps de latence, c'est d'endiguer le feu, donc de le cantonner de façon à pouvoir le maîtriser. Et après se passe un long temps avant ce qu'on appelle le temps de la reconquête, où enfin la marque peut reprendre la parole. Voilà. Si on respecte bien ces 3 temps-là, je pense que Volkswagen traversera cette crise, sans doute en désignant, et ce sera très douloureux pour les responsables, évidemment quelques responsables qui seront peut-être des boucs émissaires, c'est à craindre. Mathieu Sévin, il faut préciser qu'on parle du groupe de la marque Volkswagen, et il y a le groupe Volkswagen. Le groupe Volkswagen... 12 marques. Voilà, il y a 12 marques, il y a Volkswagen, bien sûr, il y a Seat, il y a Skoda, il y a Audi, bien sûr, Lamborghini, Bentley dans un autre genre, il y a des camions, Scania, bien sûr. Là, pour l'instant, ce qui est impacté, c'est les modèles, le modèle Volkswagen. Les modèles diesel, des marques Volkswagen et Audi. Voilà, le groupe, aux États-Unis. La marque aux États-Unis. Oui, mais au-delà de ça, parce qu'il peut y avoir des soupçons aussi sur l'Europe, reste à les prouver. Les normes ne sont pas les mêmes. Non. Les normes ne sont pas les mêmes entre l'Europe et les États-Unis, donc même si on prend... Pardon, oui, je sais bien, Bertrand Côte. J'ai du mal à faire la différence quand même, vu d'Europe. Je suis client automobile, je ne dis pas que je suis client Volkswagen ou Audi, mais je suis client, je m'interroge. J'entends cette affaire sur BFM Business ou ailleurs, où je lis dans les journaux. Je me pose quand même des questions sur, à l'intérieur du territoire européen. S'il y a triche aux États-Unis, s'ils sont capables de tricher aux États-Unis, pourquoi ne seraient-ils pas capables de tricher aussi en Europe? Oui, mais pour le client final, au-delà de l'image du tricheur, en termes de produit, ça ne change pas par rapport à si un produit va... en fait, il n'y a pas de dangerosité du produit direct. Donc on n'est pas face à un véhicule qui va vous emmener contre un arbre. Oui, mais enfin, quelque part, c'est un produit qui est peut-être pas dangereux, qui ne nous met pas dans un arbre, mais qui est un produit qui potentiellement pollue. Voilà, c'est ça. Oui, mais si on regarde le contexte actuel, si on regarde de près l'environnement aujourd'hui, dans l'achat environnemental automobile, c'est un achat militant qui est très limité, puisque ce sont des gens qui vont acheter un véhicule hybride, un véhicule électrique. Au-delà de ça, l'environnement, c'est à la base plutôt lors de l'achat, donc de l'acte d'achat automobile, c'est une question fiscale, donc une question financière. Erwan Lenoine. Je suis tout à fait d'accord sur l'argument purement rationnel. Oui. Mais il n'empêche qu'en termes de communication et d'image, je pense que beaucoup de gens qui roulent en Volkswagen, comme c'est mon cas, se disent est-ce que ce que j'ai payé est bien ce qui m'avait vendu. Ben voilà. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, au-delà de ça, on est aujourd'hui dans un contexte média et dans un contexte grand public qui ne tolère pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette tolérance-là. On est dans un contexte de transparence. Regardez Cahuzac, regardez les différentes affaires. C'est absolument pas toléré. Ils ont triché, point. L'explication technique, de toute façon, les gens ne vont pas la comprendre. Et puis c'est même pas leur problème, en fait. Donc c'est là qu'on est. C'est pour ça que c'est grave. Erwan Lenoine, dernière question. Est-ce qu'on peut tricher impunément quand on est une grosse boîte? Quand on voit par exemple au niveau de la Commission européenne qui régulièrement, tous les 3-6 mois, impose des amendes dingues en centaines de millions, voire en milliards d'euros à des cartels, le cartel des yaourts, des roulements à billes, des lessives, des producteurs de verre, Saint-Gobain avait été concerné, producteurs de cartes à puce, les banques également. Est-ce qu'on peut tricher justement quand on est une grosse boîte, une grosse marque? En pratique, oui, on peut tricher. Oui. En pratique, oui, parce que les cartels sont détectés à hauteur de 15% à peu près, selon les études faites d'ailleurs par Emmanuel Combe, qui est à l'autorité de la concurrence. Donc, en pratique, oui, sauf que tout le travail des autorités de la concurrence, des juristes et des économistes qui travaillent avec eux, c'est de faire en sorte que ce soit de déstabiliser les tricheurs et de faire en sorte que la tricherie soit plus possible. Mais en pratique, il y en a qui trichent. Sauf que le plus important, c'est de ne pas se faire prendre pour deux raisons. D'abord parce qu'économiquement, c'est ruineux. Et parce qu'en termes d'image, aujourd'hui, c'est suicidaire. Bien sûr. Allez, dernier mot. Denis Gancel. Non, tout ça montre qu'on est passé de marque de société à la société des marques. C'est-à-dire que les marques jouent un rôle majeur. Vous l'avez dit, Volkswagen pour l'Allemagne. Évidemment, toutes les marques comme Ikea pour la Suède. Donc les marques sont devenues des emblèmes nationales, et lorsqu'elles ont des problèmes, évidemment, ça engage l'ensemble de la citoyenneté. Aujourd'hui, les marques dépassent comme un fleuve dépasse son lit, les marques dépassent leur lit naturel pour faire bien d'autres choses, et donc elles ont un devoir d'exemplarité. Lorsqu'elles sont prises en défaut, évidemment ça pose d'énormes problèmes, et c'est ce qui se passe. Voilà, la société des marques, c'est le livre de Denis Gancel. Tiens, si vous voulez voir en vrai Denis Gancel, le week-end prochain, il sera dans 4 villages de Normandie, à Criquetot, l'Esneval, Étretat, Gonneville-la-Mallet, Saint-Jouin-Bruneval, pour jour de lecture. C'est un amoureux de la lecture, Denis Gancel, on le connaissait un petit peu moins sous cet angle-là. Merci à tous.
Erwan Lenoine, donc consultant en stratégie, professeur en droit de la concurrence à Sciences Po Paris. Emmanuel Hervé à la tête de son agence en communication, en stratégie sensible, Astrolabe. Bertrand Racoteau, CD3 Intelligence, cabinet de conseil sur l'automobile. Et puis Mathieu Sévin, le spécialiste de l'automobile, mais pas que ça, l'aéronautique également, à BFM Business. On se passionne pour ces récits à chaque fois. Merci à tous les 5. Dans un instant, tiens, est-ce qu'il faut se précipiter? Est-ce qu'il faut aller investir absolument à tout prix en Iran? Il y a une délégation du MEDEF qui est arrivée ce matin avec 2 ministres. On sera sur place. Rendez-vous dans un instant, à tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.